Merci beaucoup Franck. Voilà, donc j'étais en train d'introduire le concept de découplage, hein, qui est donc l'idée qu'on peut continuer à produire de la richesse, augmenter le PIB, tout en diminuant ou en s'affranchissant d'une certaine façon de la consommation des ressources ou de la production de pollution. Donc, on pourrait être capable de faire plus, avoir plus de pouvoir d'achat, mais en même temps que nous allons consommer moins de ressources et faire moins de pollution. Et donc, c'est une question qui est quand même assez importante, assez centrale. Est-ce qu'il est vraiment possible de devenir plus riche en consommant moins de ressources? Est-ce que la croissance verte est possible? C'est finalement une définition qu'on peut donner de la croissance verte, c'est d'avoir un PIB qui augmente alors que les impacts en termes de ressources ou de pollution diminuent. Et donc, pour entrer dans ce débat, je vais prendre des éléments quantitatifs parce qu'il y a souvent des opinions qui sont confrontées les unes aux autres, mais je pense que c'est extrêmement important de regarder quelles sont les données, quelles sont les données quantitatives qu'on peut analyser. Alors, ce graphe est souvent utilisé pour définir un peu plus précisément la notion de découplage. Vous avez ici la courbe orange qui représente le PIB. Vous voyez que sur la période, bien, on passe à peu près de 100 à 200, on va dire. Le PIB a augmenté de 100%, il a doublé. Et on a un découplage relatif si la courbe bleue, qui peut représenter l'usage des ressources ou l'émission de polluants, peu importe, une des deux choses selon ce qu'on veut analyser. Si cette courbe bleue augmente d'une proportion plus faible, ici c'est à peu près 30%. Donc si le PIB augmente de 100% pendant que le PIB n'augmente que de 30%, eh bien on a un découplage relatif entre le PIB et la consommation de ressources ou les pollutions. En général, on dit dans les milieux de défense de l'environnement qu'il faut atteindre un découplage absolu, c'est-à-dire que pendant que le PIB augmente, on devrait réussir à faire diminuer l'usage des ressources totales ou la production de pollution. Ici, la courbe verte, c'est à peu près moins 20 ou moins 30% par rapport à la situation de départ. Mais en réalité, on se rend compte aujourd'hui que ce n'est pas assez. Il faut que la diminution dans l'émission de polluants, et notamment, je vais prendre l'exemple du CO2, soit suffisamment rapide pour respecter le budget carbone. On a une limite qui est objectivée par ce budget carbone et il faut qu'on passe en dessous de l'émission maximale qui est autorisée. Et donc, ça peut permettre de définir cette notion de véritable croissance verte. Si on arrive à suivre en même temps la courbe orange pour le PIB et la courbe rouge pour les polluants, pour le CO2, eh bien, on peut parler d'une véritable croissance verte. Ce concept, il a été défini il n'y a pas très, très longtemps dans la littérature. Vous avez ici un article qui date d'octobre 2018 et donc qui met en lien la croissance avec les Science-Based Targets, donc les objectivations scientifiques de ce qui est nécessaire en termes de réduction d'émissions polluantes. Il y a un deuxième article assez intéressant que je vous conseille d'ailleurs. Oui. Enfin, là, j'ai un cours entre guillemets, genre c'est un enregistrement, donc soit tu le dis vite fait, ou soit on se rappelle tantôt. Ok. Je le dis maintenant, ça va, parce que c'est pas grave, ça 5 minutes. Et donc cet article, ce Ok, deuxième article, tu pars à quelle heure? peut-être qu'il faut désactiver le micro si ce n'est Mais pas c'est parce qu'ici, c'est en enregistrement, tu vois, donc je reste au cas où l'enregistrement bloquerait. Voilà, c'est fait. Voilà, merci. Voilà, donc, Hickel et Callis, ce sont deux chercheurs qui sont assez actifs dans le domaine de l'après-croissance, de la décroissance. Et donc, cet article-ci est assez intéressant parce qu'il utilise le même concept, en gros, de véritable croissance verte, mais il va un peu plus loin dans l'analyse de si c'est réalisable ou pas en réalité. Ils font cette analyse sur base des grandes modélisations économiques qui existent dans différents projets dans la littérature scientifique. Moi, je vais adopter une approche un peu différente, mais les conclusions sont assez proches de celles auxquelles ces auteurs-là arrivent. Donc, c'est un article que je recommande à tous ceux qui s'intéressent à ces sujets-là. Donc, d'abord, regardons les données historiques. Est-ce qu'il a été possible de séparer
la croissance du PIB avec les émissions de CO2. On a eu en 2016 une communication assez marquante de l'Agence internationale à l'énergie, vous avez ici son communiqué de presse, qui dit que le découplage est confirmé. Parce que, en fait, en 2016, les émissions de CO2 stagnaient ou étaient en très léger recul par rapport à 2014 et à 2013. Mais en réalité, l'Agence internationale de l'énergie ne regarde que les émissions de CO2 liées au secteur énergétique. Et donc, cette analyse d'un point de vue scientifique n'était pas tout à fait rigoureuse, même si elle a eu beaucoup d'impact sur les esprits. Il y a eu des éditoriaux dans le Financial Times, etc., en disant « ça y est, on arrive au découplage ». Mais en réalité, c'était une analyse qui restait un peu trop sectorielle, puisque c'était aussi une période où, notamment aux États-Unis, vous aviez le remplacement du charbon par le gaz de schiste. Et donc, quand vous remplacez du charbon par du gaz de schiste, eh bien, vous remplacez des émissions de CO2 par des émissions de méthane, de CH4. Si vous remplacez aussi du charbon par de la biomasse pour les centrales électriques, eh bien, vous allez avoir un impact sur la partie brune qui est ici, c'est-à-dire le secteur forestier, le secteur d'utilisation des sols. Donc, quand on regarde l'ensemble de l'impact humain sur le climat pendant ces années-là, il n'a pas diminué en réalité. Il n'y a pas eu réellement de découplage, mais d'une certaine façon, l'impact qu'a eu la communication de l'Agence internationale à l'énergie montre que il y a quand même une grosse attente dans la communauté climatique de enfin réaliser ce découplage. Alors, sur un autre secteur, plus les émissions de CO2, mais l'empreinte matérielle, la consommation de matière, mais vous voyez ici que sur le graphe de droite, hein, le PIB depuis 1990 a augmenté de 90% et la consommation de matière par l'humanité pour la production industrielle, principalement pour notre consommation matérielle, a augmenté dans la même proportion de 90%. Donc, il n'y a même pas de découplage relatif dans les dernières décennies en termes d'utilisation des ressources au niveau mondial. Ce n'est pas parce que ça ne s'est pas passé jusqu'ici que ce n'est pas possible pour le futur, mais en tout cas, c'est un élément important à prendre en compte. Et pour la discussion sur le futur, je vais prendre cette forme de l'équation de Kaya. Vous en avez peut-être déjà entendu parler. C'est une forme simple ici de l'équation de Kaya que j'utilise. Cette équation représente ici l'évolution des émissions de CO2 et dit que l'évolution des émissions de CO2, c'est égal à l'évolution du PIB fois le rapport CO2 sur PIB, donc c'est-à-dire l'intensité carbone de l'économie. Donc, vous avez là le nombre de grammes de CO2 par dollar de PIB produit, si vous voulez. C'est le terme en vert ici, l'intensité carbone de l'économie. Et si l'on souhaite avoir un PIB qui augmente de 3% par an, c'est la courbe bleue ici, pour les prochaines décennies, c'est en gros la valeur centrale dans les objectifs des grandes institutions internationales comme le FMI, la Banque mondiale, etc. Si le PIB mondial augmente de 3% par an et qu'en même temps, on veut faire diminuer les émissions de CO2 de 3% par an, c'est à peu près ce qui est nécessaire pour rester dans le budget carbone pour limiter le réchauffement à 2 degrés Celsius. Donc, c'est la limite la supérieure de l'accord de Paris. Eh bien, mathématiquement, on peut calculer que ce terme-ci, l'intensité carbone de l'économie, doit diminuer de 6% par an. Si le CO2 diminue de 3% par an et que le PIB augmente de 3% par an, eh bien celui-là doit à peu près diminuer de 6% par an. Ici, je donne le tableau un peu plus complet qui dit la même chose, hein, avec les budgets carbone pour 1,5 degré et pour 3 degrés aussi. Donc, vous avez des chiffres un peu plus précis, mais en gros, c'est ce que je viens de montrer. Pour 2 degrés, si le CO2 est réduit de 3% par an, eh bien, l'intensité carbone de l'économie doit s'améliorer de 6% par an. Et vous avez les chiffres pour les autres seuils de température. Si on compare ça aux données historiques, on sait qu'on n'a pas réalisé un découplage, hein, comme je viens de le montrer, mais comment s'améliore l'intensité carbone de l'économie? Eh bien, d'après les données de la Banque mondiale, depuis 1990,
l'intensité carbone de l'économie s'améliore d'à peu près 1,3% chaque année au niveau mondial. Donc, on est nettement inférieur au rythme nécessaire de 6% par an pour rester sous les 2 degrés. Et l'image se noircit encore un peu parce que il y a en fait deux grandes manières de calculer le PIB mondial. Ici, c'est le PIB parité de pouvoir d'achat. Si on prend les données de la Banque mondiale pour le PIB qui est calculé selon les taux de change entre les pays, on a une courbe un peu moins régulière, mais on voit que le taux d'amélioration de l'intensité carbone de l'économie, selon cette manière-là de calculer les choses, est un peu plus faible, un peu moins de 1% par an, et surtout que l'on n'a pas d'amélioration dans les dernières décennies depuis l'année 2000. Pour la suite de l'analyse, je vais quand même considérer le chiffre un peu plus optimiste de 1,3% par an d'amélioration de l'intensité carbone de l'économie, mais on sait que même ce chiffre-là, voilà, on pourrait un petit peu, il est sujet à débat. Donc, on a une accélération qui est nécessaire de l'amélioration de l'intensité carbone de l'économie dans les facteurs qui sont représentés ici. Donc, pour rester sous 3 degrés, il faudrait tripler le rythme de décarbonation du PIB d'une certaine façon. Et pour 1,5 degré, il faudrait quasiment décupler ce rythme-là. J'en tire la conclusion, mais ça, on peut en discuter évidemment. Je vais donner quelques arguments après, que vouloir une croissance de 3% du PIB au niveau mondial, c'est très vraisemblablement incompatible avec le fait de vouloir limiter de manière réaliste le réchauffement à 1,5 degré ou à 2 degrés au niveau mondial. Allons un peu plus dans le détail de la discussion sur l'amélioration de l'intensité carbone de l'économie. J'ai mis ici schématiquement deux types d'économies. Vous avez à gauche une économie très carbonée, donc avec une forte intensité carbone. Vous avez beaucoup d'activités en gris qui sont les activités fortement émettrices et un tout petit peu d'activités vertes qui sont les activités bas carbone. Et à droite, vous avez une économie qui a un peu le rapport inverse, qui est beaucoup plus décarbonée. Comment passe-t-on d'un type d'économie à l'autre? En changeant essentiellement deux leviers. Les comportements, par exemple, on peut moins prendre l'avion, moins manger de viande, moins rouler avec des voitures fortement consommatrices, etc. Où on peut aussi, d'un point de vue technologique, remplacer des outils émetteurs, par exemple une centrale à charbon ou une centrale à gaz, par des énergies renouvelables. Là, c'est une modification technologique. Bien sûr, que ce soit les comportements ou la technologie, ils peuvent aller dans les deux sens. Et c'est ce qui se passe dans les dernières décennies. En même temps que en Europe ou aux États-Unis, on mange un peu moins de viande, on prend plus l'avion qu'il y a 20 ou 30 ans. Et même au niveau technologique, certaines innovations nous mènent à émettre plus de CO2, en tout cas augmenter la part des énergies fossiles. Quand on regarde la révolution du gaz de schiste aux États-Unis, c'est une révolution technologique. On a mis au point de nouvelles techniques qui ont permis d'aller plus loin dans l'exploitation des énergies fossiles et donc d'avoir des activités fortement carbonées. Alors, si je me concentre sur la flèche qui va dans le bon sens, comment peut-on améliorer l'intensité carbone de l'économie? Je liste ici 4 grands moyens. Si on met en place des technologies d'émissions négatives, dans les scénarios, ce sont essentiellement le bio-CCS qui est utilisé. Les améliorations technologiques classiques, c'est-à-dire rendre les procédés plus efficaces d'un point de vue énergétique, notamment. Avoir une substitution de techniques hautement carbonées par des techniques bas carbone. Ça peut être par exemple remplacer le béton par du bois dans la construction des bâtiments. Ça permet de réduire fortement l'intensité carbone dans cet exemple-là. Et le changement dans les schémas de consommation. Mais tous ces moyens ne peuvent pas aller aussi vite. Enfin, il y a une limite dans l'amélioration de chacun de ces moyens. Pour les émissions négatives,
quand vous prenez le bio-CCS, en gros, cette technique, elle consiste à faire pousser des arbres qui vont capter le CO2 de l'atmosphère et puis les brûler dans des centrales à biomasse pour produire de l'électricité tout en captant le CO2 qui est émis et en le stockant sous terre. À quel moment est-ce qu'on retire du CO2? C'est au moment où les arbres grandissent. Et donc, la vitesse des émissions négatives, la vitesse de la séquestration du carbone, elle va dépendre de la vitesse de croissance des arbres et de la surface qui est allouée pour faire croître ces arbres. Vous ne pouvez pas aller au-delà de ce qui sera possible à ce niveau-là. En termes d'efficacité énergétique, il y a aussi des limites thermodynamiques qui font qu'on ne peut pas avoir indéfiniment des voitures toujours plus efficaces. À un moment, les gains d'efficacité deviennent de plus en plus limités. Par rapport au changement d'infrastructure, il y a quand même toute une infrastructure qui existe et il y a aussi des émissions qui seront nécessaires pour construire une nouvelle infrastructure bas carbone. Je vais entrer un tout petit peu plus en détail sur ces émissions-là. Et puis l'effet rebond, je vais détailler un petit peu plus aussi. Alors, les infrastructures qui existent, vous avez ici un graphe assez intéressant de l'Agence internationale à l'énergie qui a chiffré les émissions dans la surface beige ici, des émissions qui sont liées à l'utilisation normale des infrastructures, des outils économiques existants. Donc, ce sont les centrales électriques, les usines, les bâtiments, les véhicules, etc. Tout ce qui est présent dans l'économie ou qui était en train d'être construit, en tout cas à ce moment-là, va être utilisé, ces usines, ces centrales, pendant un certain nombre d'années et on peut calculer combien d'émissions vont être faites par ces outils-là pendant leur durée de vie économique normale. Et ces émissions-là remplissent à peu près la courbe verte qui est là, qui est un scénario de réchauffement à 1,7, 1,8 degrés, qui est le scénario de développement durable de l'Agence centrale à l'énergie. On voit déjà qu'on est dans une situation très tendue, puisque si l'on veut rester sous 1,5 degré, on va devoir décommissionner, on va devoir mettre à l'arrêt certaines usines ou certaines unités de production ou certains véhicules avant la fin de leur durée de vie économique normale. C'est ce qu'on appelle les stranded assets. Alors, je parle maintenant de l'effet rebond. L'effet rebond, ça a été discuté déjà par Jevons, qui était un scientifique au XIXe siècle. On appelle parfois l'effet rebond le paradoxe de Jevons. C'est l'idée que si on augmente l'efficacité d'un processus, on peut dans certains cas mener à une augmentation de l'usage des ressources. En fait, il avait remarqué que quand les machines à vapeur à cette époque-là devenaient de plus en plus performantes, donc nécessitaient moins de charbon pour produire la même quantité d'énergie mécanique, eh bien, en parallèle, la quantité consommée de charbon augmentait très fortement. C'est le paradoxe, on appelle ça le paradoxe de Jevons. Et vous avez ici un graphe qui donne un peu l'équivalent pour la consommation par les voitures ou par les véhicules routiers. Au fur et à mesure que, pendant les dernières décennies, les véhicules sont devenus moins gourmands en carburant pour parcourir une certaine distance, eh bien, les gens ont roulé plus parce que, d'une certaine façon, ça devient moins cher. Le kilomètre roulé devient moins cher. Et donc, si le kilomètre roulé devient moins cher, c'est un peu la loi de l'offre et la demande, il y a moyen de faire un plus grand nombre de kilomètres avec le même budget. Je vais donner quelques exemples, sans discuter trop théoriquement l'effet rebond, mais voici un autre exemple sur la consommation matérielle. Vous avez la Tour Eiffel qui a été construite en 1887, qui contient 7300 tonnes d'acier, et la gare de Liège-Guillemins qui a été construite en 2009, qui a une structure en fait beaucoup plus petite que la Tour Eiffel, mais qui contient 10 000 tonnes d'acier. Que s'est-il passé? Entre-temps, la production d'acier est devenue plus efficace. C'est beaucoup moins cher de produire une tonne d'acier en 2009 qu'en 1887, et donc les ingénieurs doivent moins se casser la tête
pour être économes en termes d'usage de l'acier. Ils doivent moins créer des structures très fines et très légères comme ils le faisaient pour la Tour Eiffel aujourd'hui qu'à l'époque. Et donc, on utilise plus d'acier pour des structures en fait plus petites dans certains cas. C'est un exemple un peu anecdotique, hein, mais c'est pour montrer un petit peu la logique qu'il y a derrière cet effet rebond. Un autre exemple dans le secteur aérien, on a de nouveaux avions qui viennent d'être mis en service par Airbus, l'Airbus A350, et Boeing a sorti aussi récemment un nouvel avion extrêmement performant d'un point de vue énergétique. Est-ce que cet avion va d'abord être utilisé pour réduire la consommation de carburant sur le service existant? Bien, en fait, on peut s'interroger parce que dans les revues aéronautiques, on voit déjà que les compagnies sont en train surtout de se dire, tiens, ce nouvel avion qui peut aller plus loin à bas coût va nous permettre d'offrir de nouveaux services qui sont en fait le voyage intercontinental low cost. Et donc, dans un certain nombre de cas, les gains d'efficacité permettent d'ouvrir de nouveaux marchés. Et dans ces cas-là, évidemment, on a un effet rebond. L'effet rebond, c'est que les économies qu'on aurait pu réaliser, eh bien, en fait, elles vont être converties en un avantage pour créer un nouveau marché pour augmenter la taille du marché et augmenter la consommation au final de kérosène et de pétrole. Encore un autre exemple, je prends des exemples très variés pour vous montrer cela. La production d'équipements d'éclairage est devenue bien plus efficace depuis l'apparition des LED et on voit que du coup, les producteurs vont mettre des LED et des dispositifs d'éclairage dans toute une série d'objets qui n'en étaient pas pourvus auparavant. Et donc, on ne va pas simplement rendre plus efficaces les utilisations de la lumière qu'on avait historique, mais on va plutôt utiliser le gain d'efficacité pour multiplier les endroits où on met ce type d'éclairage. Et donc, ça mène aussi, dans ces cas-là, à une augmentation de l'usage des ressources. Une autre notion un petit peu liée, hein, tout ça est quand même lié. Il y a aussi l'idée qu'on peut aller pour le découplage vers une économie dématérialisée. Donc, il y a des secteurs en fait qui produisent de la richesse d'une manière non matérielle, les secteurs sportifs, culturels, artistiques, la science, etc. On ne produit pas réellement de la matière, des objets, mais ça produit quand même de la richesse. Alors, est-ce que ces secteurs-là pourraient permettre de dématérialiser réellement l'économie? De nouveau, un petit peu de doute quand on voit que finalement, les gens qui gagnent très bien leur vie dans ces secteurs dématérialisés vont en fait, eux, avoir une consommation extrêmement matérielle parce que quand on a les moyens, c'est agréable d'acheter différentes maisons ou appartements dans des endroits plaisants de la Terre et puis de prendre l'avion d'un endroit à l'autre. Donc, en fait, c'est une hypothèse d'un point de vue économique qui est extrêmement audacieuse, l'hypothèse du découplage, de dire que les gens peuvent avoir plus de pouvoir d'achat et en même temps réduire leur empreinte en termes de ressources ou en termes de pollution. Et les études ont plutôt tendance à montrer que ce n'est pas le cas, ce n'est pas ce qu'on observe. Le revenu, le pouvoir d'achat reste un des principaux déterminants de l'impact environnemental. Et même si on a envie d'être vert, hein, dit Georges Monbiot, quand on a l'argent, eh bien, on finit par le dépenser d'une manière qui a un impact très matériel sur la planète. Il y a aussi ce graphe qui est issu de Oxfam qui montre en fait la répartition des émissions mondiales en fonction du revenu. Et les 10% des personnes les plus riches sur la planète sont responsables de la moitié des émissions de CO2, alors que la moitié la plus pauvre de la planète n'est responsable, elle, que de 10% des émissions de CO2. Donc, c'est une question extrêmement difficile et qui peut être extrêmement dérangeante par rapport au discours qui est quand même fort présent sur le fait que c'est bien d'améliorer le pouvoir d'achat. En fait, le pouvoir d'achat s'apparente aussi, certainement au-delà d'un certain seuil en tout cas, à un pouvoir de destruction. Et
Et donc, on peut s'interroger, comme le fait d'ailleurs le réseau wallon de lutte contre la pauvreté, eux remplacent le terme pouvoir d'achat par pouvoir de vivre pour donner la notion que, en fait, il faut pouvoir satisfaire une série de besoins importants pour vivre dignement. Mais l'idée n'est pas d'avoir un pouvoir d'achat qui va augmenter indéfiniment et sans limite. C'est un débat un peu philosophique aussi, hein, évidemment, si on entre dans ce débat-là. Oui, pour clôturer sur l'effet rebond, je ne vais pas faire de définition extrêmement complète et théorique ici, mais sachez simplement qu'on peut distinguer 3 niveaux dans l'effet rebond: l'effet rebond direct, indirect et l'effet sur l'ensemble de l'économie. Mais ça, je vous laisserai, si ça vous intéresse, aller un peu creuser ce concept qui est largement expliqué à différents endroits. Je vais revenir donc maintenant à mon analyse quantitative sur le découplage et sur la croissance mondiale et sa compatibilité avec le respect des seuils de température en termes de réchauffement. Voilà, j'avais expliqué que ça semblait extrêmement difficile d'augmenter le taux de décarbonation de l'économie de 10 fois ou en tout cas dans des proportions extrêmement importantes pour continuer à viser un taux de croissance du PIB de 3% par an. Maintenant, je vais jouer un peu avec les données et je m'interroge si on continue au même rythme qu'actuellement, en fait. Si on a un taux d'amélioration de l'intensité carbone de l'économie de 1,3% chaque année et qu'on veut respecter les budgets carbone, ben, qu'est-ce qui est permis pour le PIB au niveau mondial? Et là, les chiffres sont assez effrayants, je vais même dire, parce qu'on voit que pour rester sous 1,5 degré, avec le taux actuel de décarbonation de l'économie, eh bien, on serait obligé de faire décroître l'économie de 5,7 à 8%, 8,7% par an pour rester sous 1,5 degré au niveau mondial, chaque année donc. Pour 2 degrés, on est à quelque chose d'un petit peu plus léger, 1,4 à 1,8% de réduction du PIB chaque année. Et même pour rester sous 3 degrés, on ne peut pas avoir de croissance du PIB au niveau mondial avec le taux d'amélioration actuel de l'intensité carbone de l'économie. Alors, je joue encore d'une autre manière avec les chiffres. Je me dis, il ne faut quand même pas être trop pessimiste. Mettons qu'on arrive à améliorer quand même ce taux de progrès sur l'intensité carbone. On va 2 fois plus vite, 2,6% pour l'amélioration annuelle du taux de l'intensité carbone. Si, par exemple, si Trump n'était pas élu et qu'il y a un vrai programme climatique aux États-Unis, s'il y a un Green Deal qui se met en place au niveau européen, si la Chine sort un peu plus vite du charbon, je pense que c'est plausible d'améliorer quand même les choses à ce niveau-là. Mais si on est à 2,6% et qu'on respecte le budget carbone, on est quand même dans ce schéma-là à en fait une stagnation nécessaire du PIB mondial pour rester sous 2 degrés, une décroissance forte pour 1,5 degré et une croissance qui est très légère, plus faible que ce qu'on a aujourd'hui pour rester sous 3 degrés. Je vais illustrer ce message d'une manière un peu différente. Vous avez ici les émissions mondiales de CO2 historiques en noir et vous avez différentes courbes qui permettent toutes de respecter le budget carbone 1,5 degré dans le graphique de gauche. Si vous voyez ma souris. Si on démarre maintenant, enfin ça date, oui, je pense que c'était en 2020 à peu près. Si on démarre maintenant, eh bien, vous voyez que les émissions mondiales doivent décroître assez rapidement selon la courbe grise ici. Si on avait démarré plus tôt, ce seraient les courbes bleues un peu plus faibles. Et si on attend encore 10 ans, du jour au lendemain, les émissions de CO2 doivent devenir nulles pour rester sous 1,5 degré. Même raisonnement à droite pour 2 degrés. En fait, si on avait commencé à réduire les émissions en 1980, on serait dans une position très, très différente. On aurait pu avoir une courbe de décroissance beaucoup plus faible. Et je pense qu'on aurait peut-être pu imaginer à ce moment-là d'avoir ce qu'on appelle la véritable croissance verte, c'est-à-dire qu'on met en place des changements technologiques, des changements de comportementaux qui sont, on va dire, qui restent assez soft, assez doux, et qu'on peut en même temps faire croître le PIB et faire décroître le CO2 d'une manière très, très progressive.
Mais on voit que maintenant, on est dans une phase où la décroissance du CO2 doit être extrêmement abrupte et on arrive à un stade où, d'une certaine façon, ce n'est plus possible techniquement, uniquement avec la technologie disponible, de en même temps décroître autant les émissions de CO2 tout en faisant croître l'économie. Si on veut réussir à réduire les émissions de CO2 suffisamment vite, on va devoir aussi mettre un terme, ou en tout cas réduire la voilure à une série d'activités qui sont fortement émettrices. Donc, pour être plus concret, moins de transport aérien, sans doute moins de production de ciment ou d'acier, certaines grosses activités très émettrices. Et donc, ça, c'est un scénario de décroissance ciblée de certaines activités de manière choisie en fonction des impacts en termes climatiques. Si on ne le fait pas, on peut se retrouver dans une situation beaucoup plus tendue. On peut continuer en fait à avoir une croissance de l'économie et des émissions pendant quelques années jusqu'à un moment où on est rattrapé par les feedbacks climatiques de plus en plus croissants, par la perturbation du système climatique qui va à un moment risquer de mettre à mal des parts importantes de l'économie. Et à ce moment-là, on a une décroissance globale imposée par les circonstances extérieures qui est totalement non ciblée. C'est d'une certaine manière un peu ce qu'on vit actuellement avec la crise sanitaire. Il n'y a pas eu d'anticipation extrêmement forte et tous les secteurs sont touchés de manière un peu aléatoire en fonction de leur vulnérabilité propre, mais sans qu'il y ait un réel choix politique derrière le fait de toucher plus tel secteur ou tel autre secteur. Donc, pour essayer de schématiser cela, et puis après je passerai à la partie plus conclusive, si la croissance verte, s'il est trop tard pour la croissance verte, quelles pourraient être les options réelles devant lesquelles on se trouve? Eh bien, soit un monde dans lequel on continue les trajectoires actuelles et donc on va vers un réchauffement de 3, 4 ou 5 degrés, jusqu'à un moment où les perturbations climatiques deviennent trop importantes, graduellement trop importantes, et l'économie est réduite en taille de manière extrêmement, par les circonstances extérieures. Soit on arrive à mettre en place une limitation volontaire globale des activités fortement émettrices, on arrive à limiter le réchauffement à 1,5 ou 2 degrés, et on a un monde qui en fait est extrêmement différent. Même si le PIB, je l'ai représenté à peu près le même, hein, ici c'est très schématique comme diagramme bien sûr, les mondes qui sont là derrière sont extrêmement différents en termes d'habitabilité de la planète, en termes d'inégalité, en termes de cohésion de la société aussi. Alors, pour introduire les conclusions, je vais prendre 2 citations. Une citation de Jean-Marc Jancovici, qui est un ingénieur français qui intervient pas mal dans les débats sur l'énergie et le climat. Il dit « Sur le plan industriel, ça va faire mal, mais il sera impossible de diviser par 4 l'empreinte carbone de la production de ciment ou d'acier d'ici 2050 sans diminuer les volumes de production. » Et un deuxième tabou par l'économiste Géraldine Thierry de l'UC-Louvain. Le fait de devoir financer la sécurité sociale avec ou sans croissance ne sera bientôt plus une question, mais une contrainte avec laquelle il faudra jouer. Pour résumer en fait ces deux tabous, dans des questions un peu plus synthétiques, je vais dire, et en anglais pour ceux qui ne sont pas francophones. Comment allons-nous satisfaire les besoins fondamentaux de la population, les besoins sociaux, dans une société où il y aura vraisemblablement moins de richesses matérielles en tout cas, et comment allons-nous satisfaire, réaliser les investissements nécessaires pour la transition bas carbone dans une société avec moins de richesses matérielles aussi. On va devoir faire au niveau politique des choix plus importants que par le passé. Tant qu'on est dans une économie de croissance, on peut avoir des choix qui sont plus dans du win-win. On peut, d'une certaine manière, satisfaire Paul et Jacques en même temps, mais quand on est dans une enveloppe qui est limitée ou réduite,
les choix de répartition deviennent plus difficiles et plus tendus. Et c'est pour ça que je dis que la répartition de richesse risque de devenir un sujet plus difficile au cours des prochaines années ou des prochaines décennies en tout cas. Ce débat, c'est un débat qui commence à prendre un petit peu sur la remise en cause de la… Il n'est pas neuf, mais il recommence à prendre, je vais dire, ces dernières années, la remise en cause de la croissance verte pour des raisons environnementales. Vous avez un rapport, si ça vous intéresse, du Bureau européen de l'environnement, qui est la Fédération européenne des ONG d'environnement qui critiquent cette notion de découplage et qui plaident pour la mise en place de politiques visant aussi à la suffisance ou en fait la satiété, viser ne pas à répondre à des besoins infinis, mais répondre à des besoins importants qui font sens dans la société pour permettre à chacun de vivre dignement. Johan Rockström, qui est un des scientifiques qui est assez influent sur la scène climatique, qui a publié le papier sur la véritable croissance verte. L'année qui a suivi a évolué lui-même dans sa réflexion en commençant à se demander si ce serait possible de réaliser cette véritable croissance verte, alors que dans son papier au départ, il était plutôt optimiste. Mais en regardant les données, son sentiment a l'air d'évoluer. Et donc, il y a toute une série de nouveaux courants en termes de recherche et de narratifs économiques aussi, qui sont liés à ces réflexions-là, les mouvements de la transition juste. On parle parfois de manière un peu caricaturale de la décroissance. Je n'utilise pas tellement ce terme-là parce qu'il continue à mettre le PIB au centre du jeu d'une certaine façon. Il y a aussi la steady state economy, donc c'est l'idée d'une économie qui ne serait plus en croissance, mais qui serait en équilibre avec un PIB plus ou moins constant, qui n'est plus un indicateur qui a un objectif dont l'objectif est de le faire croître, l'économie écologique, etc., etc. Je reviens à mes principaux messages. Donc, l'idée du découplage par rapport à l'enjeu climatique vraisemblablement risque d'échouer. Le découplage absolu n'est pas du tout suffisant pour répondre à l'enjeu climatique. La croissance du PIB ne devrait plus être cet objectif central qu'il est aujourd'hui au niveau politique. Il y a besoin d'avoir des autres objectifs qui sont plus porteurs de sens pour la société, pour le vivre ensemble. La décroissance du PIB, ce n'est pas un objectif en soi. L'objectif n'est pas évidemment de casser l'économie. On a besoin d'une économie qui réponde aux besoins des gens et on voit que c'est des questions extrêmement difficiles quand on perd des emplois, notamment à Bruxelles Airlines. Donc, c'est des questions extrêmement complexes qu'on ne peut pas traiter sans nuance. Mais il faut pouvoir en discuter et pouvoir réaliser qu'on ne va pas forcément pouvoir rester dans le rêve de poursuivre ce qu'on a connu pendant les 30 glorieuses par la suite et qu'on va peut-être être dans un contexte beaucoup plus tendu en termes de quantité totale de richesses à répartir ou à partager. Et donc, c'est le dernier message sur la tension qui risque d'arriver sur cette répartition des richesses quand le gâteau, que ce soit en termes de budget carbone ou en termes de production de PIB, risque d'arriver à une diminution, en fait, ou en tout cas certainement plus une augmentation. Voilà, je termine là cette présentation et je suis sûr